Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ma présentation aujourd'hui va être consacrée à l'étude de la conscience et l'accès à la conscience. Elle sera une continuité de ce qui a été présenté dans mes dernières vidéos qui parlent du même sujet. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Je suis conscient de la difficulté de ce sujet et ma responsabilité de l'avoir traité, qui fait partie de la pointe de la recherche actuelle. N'attendez pas des réponses définitives. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un peu le ménage des concepts théoriques autour de cette notion de conscience, en essayant de focaliser progressivement le sujet vers des concepts qui sont traitables d'un point de vue empirique, en se basant sur ce qui a été approuvé par les chercheurs, les philosophes et les psychologues qui ont travaillé sur ce sujet. Comme introduction, je vais vous lire un extrait de William James, de son livre The Origin of Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind, dans lequel il a abordé le problème de la conscience d'une vision plus lyrique. Il a dit: quel monde de visions cachées et du silence entendu que cette contrée immatérielle de l'esprit! Quelle essence ineffable que ces souvenirs irréels et ces rêveries invisibles, et l'intimité de tout cela. Théâtre secret de monologues silencieux et de conseils anticipés, invisible demeure de tous les états d'âme, de tous les songeries et de tous les mystères, séjour infini des déceptions et des découvertes. Un royaume entier sur lequel chacun de nous règne seul, et replié sur soi, interrogeant ce que nous voulons, ordonnant ce que nous pouvons. Un ermitage caché dans lequel nous pouvons nous livrer à loisir à l'étude du livre agité, de ce que nous avons fait, de ce qui nous reste à faire. Un monde intérieur qui est plus moi-même que tout ce que je peux trouver dans un miroir. Cette conscience qui est l'essence de tous mes moi, qui est tout, sans être cependant quoi que ce soit. Quelle est donc? Et d'où elle est issue? Et pourquoi? C'est quoi le rôle de cette présentation? Cette présentation va nous permettre de mieux comprendre la conscience, qui est un système de supervision centrale, et qui est l'une des propriétés essentielles de l'esprit humain. Elle va nous permettre aussi de faire une distinction entre l'accès à la conscience, qui est la conscience, et la conscience, qui est dite péconscience. Et une distinction entre un processus automatique et un processus contrôlé, entre une pensée et une pensée consciente, entre la conscience et l'attention, et au final, entre une conscience contrôlant et une conscience de soi. C'est quoi le plan de la présentation? On va commencer notre présentation par présenter la diversité et l'étrangeté des solutions qui ont été proposées au problème de la conscience. On va par la suite définir c'est quoi la conscience. On va voir l'interdépendance entre la conscience et la péconscience. On va voir pourquoi la péconscience est un système de supervision centrale. On va enchaîner par la suite par une définition de la péconscience. Ensuite, on va revenir vers la conscience et on va présenter les prérequis de la conscience. Et quelles sont les techniques de la conscience. Au final, on va terminer par une bibliographie et quelles sont les références à lesquelles je me suis basé pour préparer ce contenu, pour finir par une conclusion. Énormément de problèmes concrets ont été soulignés par beaucoup d'auteurs, et une diversité de solutions étranges ont été proposées au problème de la conscience. Je vais vous lister quelques exemples. Par exemple, René Descartes, dans son livre Traité de l'homme, il a parlé du matérialisme. Il a dit que Dieu a fabriqué notre corps comme une machine, et du dualisme. Il a dit qu'il n'existe rien en nous que nous devions attribuer à notre âme, sinon nos pensées. William James a aussi proposé une solution qui est très étrange. Il a dit que la conscience humaine n'existait pas au temps de l'Iliade,
Les hommes n'étaient alors que des automates obéissant à la voix de Dieu. La conscience est une invention culturelle. Maintenant, on va aller au fond des choses et on va définir ce qu'est le A-conscience. Selon Bloch, le A-conscience ou l'accès à la conscience, c'est les expériences conscientes, spécifiques, permettant l'accès à la formation ou à l'objet, à partir de différents processus mentaux, des mécanismes, des techniques et des outils. Plusieurs processus mentaux, mécanismes, techniques et outils apparaissaient pour accéder à la conscience, et ils évoluent au fil du temps et en fonction de l'évolution de la conscience chez l'être humain. Les opérations inconscientes ou dites périodes d'accès à la conscience sont dépendantes de l'attention. Une remarque importante. Si on accède à un point précis de notre pensée, elle va passer de l'état pensée à l'état pensée consciente. Si cette pensée est pertinente, elle peut se transformer en une idée. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à l'accès à notre conscience. On va se focaliser sur une technique qui permet d'accéder à notre conscience, qui est la suivante. Le compte-rendu verbaux ou les rapports, en se basant sur les langages. Pour appliquer cette technique, certains prérequis doivent être présents, comme l'attention, l'éveil, la conscience contrôlant et la conscience de soi. On va les présenter par la suite. Ajoutons à cela, comme le mot inconscience le dit, il y a une très grande interdépendance entre le A-conscience et la conscience, qu'on appelle aussi la P-conscience. La P-conscience est nécessaire à la conscience, aphorisme que ne semble pas intangible. Vu l'interdépendance entre le A-conscience et la P-conscience, on doit quand même présenter c'est quoi la P-conscience. On va commencer tout d'abord par voir pourquoi la P-conscience est un système de supervision centrale. C'est une idée ancienne qui a été présentée par plusieurs philosophes et psychologues, comme par exemple par William James en 1890. Il a dit: l'étude de la distribution de la conscience montre qu'elle est exactement ce qu'on attendait d'un organe ajouté, afin de diriger un système nerveux, devenu trop complexe pour se réguler lui-même. La conscience n'est intense que lorsque les processus nerveux sont hésitants. Au cours des actions rapides, automatiques, habituelles, elle se réduit à un minimum. Cette idée a été reprise par Michael Posner dans sa distinction entre processus automatique et processus contrôlé. Il a dit: certains processus mentaux, dits automatiques, démarrent sans intention, n'interfèrent pas avec les autres et échappent à la conscience. D'autres, dits contrôlés, font appel à un système central, à capacité limitée, qui ne permet pas l'exécution de plusieurs opérations simultanées, sans interférence. Ils sont dépendants de nos attentions et conduisent à une expérience consciente. Selon Chalice, le comportement volontaire conscient résulterait un système de supervision, hiérarchiquement supérieur au processus automatique, et chargé de leur contrôle et de leur inhibition. Ce système central nerveux est capable de contrôler et régulariser en cas de besoin les processus automatiques des autres systèmes nerveux. Maintenant, on va définir c'est quoi la conscience en réalité. La conscience ou la conscience ne peut être envisagée comme une seule fonction, localisée dans un centre déterminé. C'est un mécanisme situé dans notre système nerveux, à capacité limitée, géré par notre esprit, qui permet d'assimiler les informations et les objets qui entrent dans notre attention. Sa qualité est liée fortement à la performance de l'esprit, c'est-à-dire à sa capacité de réceptionner, de sélectionner, de concentrer toute notre attention et notre acuité psychique sur un point précis de notre pensée, ou des informations que nous recevons du monde extérieur et de les interpréter. Si une chose devient consciente,
ce qu'il est possible de la rapporter. La qualité de l'interprétation et du rapport est liée à une forme de conscience qui est dite la conscience phénoménale. C'est une caractéristique de l'homme vivant. Elle ne peut pas être abordée isolée de son contexte, c'est-à-dire chez l'homme dans le monde aux prises avec les informations qu'il reçoit et qui le font agir. Son action dépend de sa conscience de soi, c'est-à-dire de la connaissance qu'il a de ses sentiments, de son acquis culturel et affectif, de son histoire, de tout ce qu'il a vécu et qui constitue sa personnalité. La paix-conscience est l'iceberg de tout cela. Si notre conscience est apparente, c'est que tous ces paramètres sont présents. De tout cela, nous avons plus ou moins conscience, car la conscience de nous-mêmes demeure souvent floue et limitée. Maintenant, on va s'amuser à voir comment le sujet de la conscience a été présenté par les philosophes et les psychologues les plus connus, et comment ce sujet a été évoqué et a été défini. Je vais commencer tout d'abord par présenter la définition de Locke, qui est longue, mais pour moi, elle est pertinente et elle répond très bien au problème de la conscience. Il a dit: lorsque nous voyons, que nous entendons, que nous flairons, que nous goûtons, que nous sentons, que nous méditons ou que nous voulons quelque chose, nous le connaissons à mesure que nous le faisons. Cette connaissance accompagne toujours nos sensations et nos perceptions présentes. Et c'est par là que chacun est lui-même et qu'il appelle soi-même. On ne considère pas dans ce cas si le même soi est contenu dans la même substance ou dans diverses substances. Car puisque la conscience accompagne toujours la pensée et que c'est là qu'est-ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même et par où il se distingue de toute autre chose pensante. C'est aussi en cela seul que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours lui-même. Et aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions et les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. Le soi est présentement le même qu'il était alors, et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se la remet à présent dans l'esprit. Dans cette conception, la conscience est pour ainsi dire substantielle à tous les processus de la neuropsychologie. Elle est sous-entendue, elle va de soi, comme étant le contenant de toutes les activités psychiques. Pour l'école phénoménologique, conscience qui est la conscience n'a d'intérêt que dans la mesure où elle est consciente de quelque chose. C'est ce quelque chose, la connaissance, qui doit retenir l'attention, et pas l'épiphénomène appelé conscience qui nous permet de la saisir. Cette saisie, si elle n'était le fait que de la seule conscience, serait imparfaite, comme le prouvent les erreurs perceptives, les illusions sensorielles, les interprétations erronées. Les données de la conscience ne sauraient être tenues pour des vérités, elles doivent être vérifiées par la connaissance. Freud a pu considérer la conscience comme une réalité sensorielle, ce qui permet de voir, de connaître, d'entendre. Il parle de l'état conscient comme fonction de perception. Il écrira plus tard que le processus de perception impliquerait un état de conscience et ne produirait d'effet psychique qu'après être devenu conscient. De même, parlait-il de la conscience comme une qualité. La qualité est soumise à des degrés, à des variations. Elle n'a pas l'invariance et la stabilité de la quantité. Par ailleurs, nous tenons à souligner l'importance que Freud donne à la qualité, comme contenu essentiel de la conscience. Il se différencie alors des conceptions scientifiques de l'époque, qui donnent toute la place aux quantités. Pour Freud, sensation consciente et qualité sont synonymes.
Le rôle de l'attention et sa sélectivité liée à la qualité entrent en jeu dans le processus d'investissement. Mais la force de l'investissement de l'attention est en relation aussi avec la qualité des affects en jeu. Freud, dans l'esquisse, utilise la métaphore de neurone oméga, dit neurone perceptif, qui implique un état conscient, processus subjectif qui comprend les qualités sensorielles, la notion de plaisir et de déplaisir. Dans une optique freudienne, le rôle de la conscience semble double. 1. Un rôle perceptif, qui serait de révéler, de faire prendre connaissance d'un contenu perceptif ou idéatoire. 2. Un rôle qualitatif, assorti de la composante affective, plaisir ou déplaisir, lié à la perception et ou à une pensée. Après la définition de la conscience, qui est très liée à la conscience, on peut revenir vers le sujet de la conscience, qui est l'accès à la conscience. On va présenter les prérequis de l'accès à la conscience. Lors de la définition de la conscience et la conscience, on a bien souligné que pour acquérir cette qualité, qui est l'état conscient, certains prérequis doivent se présenter, qui sont les suivants: l'attention, l'éveil, la conscience contrôlant et la conscience de soi. C'est quoi l'attention? Comme on a dit lors de la définition de la conscience, il y a une forte dépendance entre la conscience, la préconscience et l'attention. L'attention est guidée par la conscience. La conscience décide et sélectionne à quoi je fais attention et ce que je laisse rentrer à mon attention dans un système central à capacité limitée, qui est le système de conscience. Car la conscience, d'après William James, c'est la prise de possession par l'esprit, d'une manière claire et vive, d'un parmi plusieurs objets de pensée possibles. Effectivement, si l'on définit l'attention par sa seule nature sélective, alors la conscience, de par sa capacité limitée, requiert une sélection, donc l'attention. Si c'est ça la bonne définition de la conscience, donc la conscience implique l'attention et implique la sélection d'une information parmi les possibles. L'attention, en réalité, c'est la façon d'amplifier et de concentrer toute notre acuité psychique sur un point précis de notre pensée ou des informations que nous recevons du monde extérieur. On distingue une attention générale, dont dépend le degré de vigilance, et des épisodes d'attention particulière ou spécifiques. Les structures qui sous-tendent l'attention occupent principalement le thalamus, les noyaux codés, la région située autour du troisième ventricule et la base du cortex frontal. Les chercheurs ont prouvé que l'attention et la conscience sont dissociables, du fait qu'on peut faire attention à un stimulus masqué, qui vient de l'univers, sans y être conscient. En plus, l'attention est capable d'amplifier ce stimulus non conscient. L'attention est un processeur automatique, parmi d'autres, qui peut se déclencher face au non conscient. Par contre, je pense qu'il est correct de conserver cette notion que l'attention, au sens de sélection d'une information, est la porte d'entrée de la conscience. Ça, c'est le concept dès le départ de Michael Posner. Maintenant, on va présenter ce qu'est l'éveil. L'éveil, au niveau de vigilance élevé, est considéré comme un prérequis pour accéder à la conscience, mais n'en faisant pas intégralement partie. Dépendrait, pour l'essentiel, de plusieurs des noyaux de la formation réticulée et des aires septales, fortement interconnectés et reliés aux aires corticales. L'éveil est aussi l'action d'éveiller son esprit, son intelligence, sa pensée, l'éveil de la sensibilité, des sens, mais aussi l'éveil de la nature. Le niveau d'éveil détermine nos habiletés à réagir adéquatement en fonction de l'environnement, de la demande de la tâche et du déroulement de la journée. L'adjectif inconscient, mettant à part l'emploi du mot dans le sens de ne pas être au courant de, désigne l'altération de l'éveil. C'est quoi la conscience contrôlante, qui est l'un des prérequis de la conscience
ou l'accès à la conscience. La conscience contrôlante se réfère à l'expérience consciente qui surgit à partir de la réflexion sur ses propres actions et états mentaux. Cette forme de conscience nous autorise à contrôler notre propre état mental et peut-être à agir quand le résultat de contrôle fait apparaître des dérives par rapport au but initial. Même la simple action de désemballer un bonbon et de le porter à votre bouche suppose une forme de contrôle. Habituellement, nous promenons ce contrôle pour acquis, et si seulement quand quelque chose ne va pas, nous nous disons qu'il aurait fallu contrôler les choses d'un peu plus près. James Reason écrivait un journal sur les erreurs que nous commettons quotidiennement. Il demanda à des participants d'écrire chaque fois qu'ils faisaient une erreur lors d'une action quelconque. Il constata alors qu'un certain nombre d'erreurs étaient attribuables à un manque de contrôle. L'un des participants rapporta enlever l'emballage du bonbon, mettre le papier dans sa bouche et jeter le bonbon à la poubelle. Un autre écrivit: quand je pars au travail le matin, j'ai l'habitude de donner des biscuits à mon chien et mettre des boucles d'oreilles devant le miroir du couloir. Un matin, j'ai jeté les boucles d'oreilles au chien et je me suis vu en train d'essayer d'attacher un biscuit pour chien à mes oreilles. Un autre rapporta aussi: j'étais sur le point d'entrer dans ma baignoire quand j'ai découvert que j'étais encore habillé. Sur une distinction entre deux sortes de processus mentaux, d'abord l'attention et le fait que même les processus automatiques nécessitent des ressources cognitives de l'esprit. Pour Reason, les séquences complexes d'action sont de grandes consommatrices des ressources cognitives de l'esprit et contiennent probablement des processus largement automatisés. Toutefois, pour exécuter les séquences correctement, il suggère qu'à certains points, la façon de procéder aux séquences doit être contrôlée, peut-être pour choisir entre deux processus automatiques. Si le manque de pilotage conscient peut aussi être constaté chez les patients souffrant d'anosognosie, une incapacité à reconnaître sa propre maladie ou handicap. Damasio décrit l'un de ses patients, DJ, totalement paralysé du côté gauche. Bien qu'elle soit incapable de bouger son bras et sa main gauche, elle disait qu'elle était en parfaite santé et n'avait aucun handicap. Des doutes apparaissaient seulement quand on lui demandait de bouger son bras et qu'elle se trouvait incapable de le faire. Elle disait alors: ce bras ne bougeait pas beaucoup par lui-même. Dans des cas comme celui-ci, les patients semblent bloquer certains aspects de leur conscience. Leur capacité consciente de pilotage de leur comportement corporel semble diminuer. Maintenant, on va présenter le dernier prérequis qui va nous permettre d'accéder à notre conscience, qui est la conscience de soi. Selon Young et Bloch, la conscience de soi implique un concept du moi, et son utilisation dans la pensée et la réflexion sur soi-même. La conscience de soi implique non seulement la conscience de soi ici et maintenant, mais aussi dans le passé et le futur. Elle suggère ainsi un sens très large de la prise de conscience, un sens qui englobe une approche autobiographique du moi. Selon Antonio Damasio et Gérard Edelman, la référence au soi jouerait un rôle essentiel dans la perception consciente. Un point de vue subjectif, le self, serait donc essentiel. Comment tester l'existence de représentation du soi? On peut la tester, par exemple, par l'effet du miroir. Sans surprise, les cas d'amnésie pendant lesquels la mémoire autobiographique est interrompue soulignent quelques aspects de la conscience de soi. Nous avons exposé le cas du patient d'été, de Damasio, qui vécut une amnésie temporaire après avoir subi une blessure à la tête. Après l'accident, Dété se montra agité et perdu et ne paraissait plus savoir qui il était. Citons aussi le cas de Hachem, qui ne fut plus capable de former de nouveaux souvenirs à long terme
après une opération pour épilepsie, ce qui eut des conséquences majeures pour son sens du moi. Même âgé, il croyait être un jeune homme et pensait que ses amis et sa famille qui étaient morts étaient toujours vivants. Apparemment, son identité s'était figée au moment de l'opération quand il avait 25 ans. La zomatognosie donne aussi une idée de ce qui peut être impliqué dans la conscience de soi. Il s'agit d'un état dans lequel le patient semble incapable de reconnaître son propre corps, et plus curieusement, incapable de reconnaître même qu'il a un corps. Damasio décrit la patiente LB, qui expérimenta des épisodes de cette maladie, après avoir subi un arrêt cardiaque. Pendant l'un de ces épisodes, LB fut apparemment incapable de sentir son corps, bien que son esprit soit alerte et actif. Bien qu'elle puisse se pincer, elle ne ressentait rien sur le moment, bien que le ressenti revienne après quelques minutes. Elle exposa également un autre épisode de la façon suivante. Je n'ai pas perdu le sens d'être, mais juste mon corps. LB avait apparemment perdu la conscience d'avoir un corps, le sens d'avoir un moi incarné. En fait, DT n'avait pas exactement perdu ce sens, mais elle semblait plutôt avoir perdu un sens de sa propre autobiographie. Peut-être y a-t-il différentes sortes de conscience de soi ou différentes sortes de moi. Une fois les prérequis qui nous permettra d'accéder à notre conscience sont présents, comme l'attention, l'éveil, la conscience contrôlant et la conscience de soi, on peut maintenant passer à présenter les techniques pour accéder à notre conscience. Comme on a dit précédemment, plusieurs processus mentaux, outils et techniques apparaissent pour accéder à notre conscience. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la technique suivante, qui est les comptes rendus verbaux ou les rapports, en se basant sur les langages. C'est quoi un langage? Un langage est un outil vital pour la conscience qu'elle utilise afin de communiquer avec elle-même. C'est un moyen de manipuler des concepts abstraits, dès alors que ne se trouvent pas en vue, afin de calculer ses actes, sans avoir à utiliser la visualisation. En l'absence d'un tel instrument, l'être conscient aura une tendance naturelle à se le concevoir par lui-même. Cependant, un tel dispositif lui demeurera personnel. Aussi, il s'avère qu'un jour, nous découvrons une espèce consciente primitive. Chacun de ses représentants disposerait de son propre dialecte. Maintenant, on va présenter la fameuse technique qui va nous permettre d'accéder à notre conscience, qui est le compte rendu verbal ou le rapport. Si par exemple, en raisonnant sur un problème, j'expose à une autre personne mon raisonnement, mon compte rendu va révéler quelque chose au sujet de la façon dont j'accède à ma conscience, de mes prises de conscience. Ceci impliquant l'accès à l'information, au sujet de ma propre façon de raisonner. Naturellement, il peut y avoir un moment où la solution vient sous forme de flash intérieur, ce qui est une autre façon de dire que je n'ai pas un accès conscient au processus permettant d'arriver à la solution. Young et Bloch suggèrent que nous sommes conscients ou que nous accédons à la conscience, que ce soit quand nous pensons à un état mental, quand nous décrivons son contenu et que nous les utilisons pour guider une action. Cette définition pourrait être étendue pour y inclure les émotions et les mémoires, car les actes de reconnaissance et de souvenir impliquent aussi un accès à la conscience, tout comme la perception, lorsque nous sommes conscients d'accéder à une information perceptuelle sur notre environnement. Plus qu'on accède à une variété d'outils et on les utilise convenablement, comme nos intelligences, nos sens, nos techniques, plus qu'on simplifie l'accès à la conscience. La conscience semble permettre un accès à la même information, à d'autres processus mentaux. Être conscient de l'arbuste derrière ma fenêtre me permet d'identifier l'objet, de raisonner et de communiquer à son sujet.
Voilà, pour finir, je vous ai listé quelques références sur lesquelles je me suis basé afin de préparer ce contenu. J'espère que j'étais clair dans ma présentation de la fameuse conscience et accès à la conscience, et les solutions qui ont été proposées par les philosophes et les psychologues qui ont travaillé sur ce sujet. Comme je vous ai dit dans la présentation, ces solutions et ces réponses ne sont pas définitives, parce que des recherches sont toujours en cours. J'espère aussi que vous serez sensible au caractère littéraire de la présentation. Sur ce, merci pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée. Bye bye.